pardon. Non, c'est beau C'est pour ça ce que moment. ça m'a touché. C'est beau ce moment. Ça m'a touché. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et vous le savez, en règle générale, j'aime de temps en temps, c'est vrai, donner une petite phrase d'accroche. Je voudrais vous lire un extrait d'un livre qui m'a profondément touché et bouleversé. Cette phrase, c'est la suivante. Il ne s'agit pas de survivre à ce malheur, il s'agit de continuer à vivre vraiment, pleinement. Je suis assise en tailleur sur mon tapis de yoga au milieu de la nature luxuriante de ce jardin merveilleux. Et c'est l'intention que je prononce, c'est le choix que je fais pour honorer ce don absolu qu'est la vie, à savoir être inconsolable et heureuse. Voilà c'est la phrase que j'ai choisie pour illustrer ce très très beau livre de Sandrine Deluard qui est installée sur les canapés. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Elle est belle cette phrase. Elle est belle. Elle résume le livre ? Oui, je pense que c'est un bon résumé parce qu'elle parle de choix. Et je crois qu'on est face à des choix dans la vie toujours. Et vous avez décidé d'être heureuse. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour Malgré... honorer la vie. Honorer la vie, évidemment. Sandrine Deluard, vous êtes spécialiste en psychologie positive, accompagnement du changement, la psychologie de l'adhésion, la communication orale, du comportement, ce comportement et évidemment cette tranche de vie qu'on aime partager dans cette émission et votre livre qui est là et qui porte évidemment le titre que j'ai évoqué tout à l'heure, Inconsolable et heureuse. On aurait pu dire inconsolable mais heureuse. Alors, je suis assez amoureuse de la conjonction de coordination et dans la vie en général. Et c'est pour ça que je l'ai mise dans ce livre, parce que c'est et. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, ou malgré tout, ou mais. Non, je pense qu'on peut être et. On peut être triste et à la fois joyeuse de temps en temps. On peut avoir eu une grosse souffrance et en même temps vouloir chercher la lumière. Voilà. Et je pense que c'est le manque de « et » qui nous... Est-ce que vous êtes une résiliente ? Je crois. Oui, je pense, évidemment. Je crois. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne parce que, moi je vais vous dire, que ce livre m'a parlé, que ce livre m'a touché, que ce livre m'a même parfois bouleversé. Hier soir encore, dans mon lit, j'avais l'ordinateur et alors on reçoit évidemment, en dossier de presse, on reçoit ce qu'on appelle le PDF du livre. Et j'étais en train de le lire je finissais de le lire sur l'ordinateur. Ça m'a touché parce que je me suis reconnu dans beaucoup de passages et tous ceux qui ont des entreprises, et tous ceux qui sont, mais même dans la vie en général, ont parfois ce stress qui est en permanence en nous et qui fait qu'on a des attitudes ou des comportements excessifs de temps en temps. Et le personnage dont vous parlez et que vous allez nous présenter était dans ce cas de figure-là. Et ce qui est assez étonnant, et je m'interroge tout le temps, c'est que vous estampillez le livre en tant que roman. Pourquoi dire que c'est un roman alors que c'est votre histoire ? Il y a des passages qui sont un peu romancés quand même, mais j'ai envie de dire c'est un roman autobiographique. Il y a quelques passages que j'ai un peu romancés parce que pour servir le propos, pour servir la force du sujet. Et voilà. C'est des vrais prénoms ? Pas tous. Pas tous. Je les ai faits en fonction de, notamment les enfants, ceux qui voulaient garder leur prénom et d'autres non. Et qui ne voulaient pas. Le chien, c'est le vrai prénom ? C'est Charles. C'est Charles ? C'est bien Charles. Ok, très bien. Alors on va parler de cette histoire incroyable, inconsolable et heureuse. Et si tout était en nous, écoutez bien cette histoire parce que elle est ce que vous êtes aujourd'hui. Elle a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Julien, c'est le vrai prénom ? Il s'appelait Bertrand, c'était mon mari. C'était votre mari, chef d'entreprise ? Chef d'entreprise, président d'un gros laboratoire pharmaceutique. Et effectivement, à fond dans le business tout le temps, jamais satisfait, voulant se dépasser toujours. Voilà. Et oui, un vrai leader, un grand leader. Un ours. Et un ours, voilà. Un ours. Est-ce que un ours bougon. Un ours bougon. C'est aussi pour ça que vous l'aimiez et que vous l'aimez, bien entendu. Exactement. Un ours bougon. C'est pour ça que je vous dis que parfois ça m'a considérablement parlé. Je me suis dit, hop, je me suis vu. Évidemment, on n'a pas la même dimension professionnelle, mais
C'est un peu dans le... Voilà, c'est du même acabit. C'est du même acabit. Juste un mot, comment vous êtes rencontrés avec Bertrand? Alors, on s'est rencontrés dans un laboratoire pharmaceutique parce que j'ai commencé ma carrière... En tant que délégué? Non, j'étais dans le marketing. Dans le marketing? Voilà. Et on était dans la même équipe. À l'époque, lui, il était directeur des ventes et moi, chef de produit. Et puis, l'étincelle est arrivée, mais au bout de 2 ans, vous voyez, pas tout de suite. Et voilà. Et quand ça a commencé, on s'est plus quittés. Est-ce qu'il était spirituel? Il était croyant. Il était croyant, vraiment. Spirituel, plutôt à la fin. Plutôt à la fin. Parce que justement, finalement, après le diagnostic de la maladie, il a mieux compris tout ce que j'essayais de partager avec lui depuis des années. Il s'est mis à méditer beaucoup, ça l'a aidé. À écrire beaucoup. À écrire beaucoup. Il y a beaucoup de passages d'écriture dans votre livre. Exactement, ce sont vraiment les siens. Et ça l'a aidé, je pense, comme ça nous a aidés, d'ailleurs, tous. Les amis, j'interromps juste quelques secondes ce programme pour vous donner une information importante, puisqu'on va se retrouver très prochainement, en novembre précisément, dans 2 villes de France pour 2 week-ends en immersion totale. Ce sera à Lyon et à Lille au mois de novembre prochain. Vous allez passer donc 48 heures, 2 fois 48 heures, puisqu'il y a 2 week-ends, avec ceux et celles que vous aurez plaisir à retrouver et qui ont une expertise. Vous allez plonger dans un voyage chamanique, par exemple, avec Frédéric Barbet. Vous allez expérimenter aussi la puissance du breathwork. Vous allez apprendre à augmenter votre taux vibratoire, notamment avec la lithothérapie. Vous découvrir aussi à travers la numérologie et puis explorer les mémoires cachées de votre transgénéalogie avec des expériences absolument incroyables. Vraiment, je vous invite à être là. D'abord, ça nous fera plaisir de vous rencontrer et puis d'expérimenter tout cela en immersion totale pendant 48 heures. Ça s'appelle les Week-ends ABC Talk. Vous retrouvez toute l'actualité de ces 2 villes, à Lyon et à Lille, sur abctalk.fr. Je compte sur vous. Vous dites que vous êtes dans un cocon d'amour. Vous êtes une famille aimante. Que tout va bien, que les enfants, que tout va bien. Et puis, même d'ailleurs dans votre enfance, vous parlez de votre enfance avec votre père, votre mère, votre sœur, tout le monde va bien. J'ai pas eu trop de drame, à part un premier. Quand j'avais 23 ans, j'ai perdu ma cousine qui était un peu ma jumelle. On avait vraiment le même âge, Germaine, d'un accident de voiture. Voilà. Et là, ça a déjà profondément changé quelque chose en moi, bien sûr. La vision de la vie. Dans le sens où une vie beaucoup plus... en gros, qu'on n'en a qu'une, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas grand-chose de grave. Et puis, faut en profiter pour faire du bien. Voilà, c'était un peu les 2 grands axes qui sont ressortis un peu de ma vie. Vous savez, je vais jouer franc jeu sur ce que vraiment ce que je ressens et l'émotion que je ressens à vous recevoir là. J'ai perdu mon père quand j'avais 20 ans. D'une maladie d'un arrêt cardiaque très brutal. Et je me suis posé cette question-là. Vous avez vécu les 2 choses. Exactement. La brutalité d'un départ suite à un accident de voiture et l'accompagnement de votre mari suite à la maladie dont on va parler tout à l'heure. Quel est le plus dur? Et en fait, j'ai revécu ça avec mon mari qui a fait une rupture d'anévrisme 1 an avant. Le diagnostic. Mais donc en fait, il y a eu ces 2... Il s'en sort sur la première. En fait, il s'en sort, exactement. Ma cousine s'en est pas sortie. Je me suis posé souvent cette question. Et moi, je me la pose encore aujourd'hui pour la personne, en fait. Parce que vraiment, à un moment, je me suis dit, mais finalement, pourquoi il n'est pas parti 1 an avant avec cette rupture d'anévrisme? Ça aurait été terrible pour nous. Mais en fait, pour nous, ça aurait été bien pire, je pense. Mais lui, il a vécu quand même les affres de la maladie, de la souffrance, etc. Et la dégradation physique mental, qui est vraiment très dure, psychologique, etc. Et en même temps, je suis encore dans le « et », il s'est passé des choses incroyables pendant ces mois de maladie, où il a écrit ce qu'il nous a laissé. Vous avez voyagé. On a voyagé. Vous avez fait plein de choses. On s'est dit tellement de choses. Et là, l'amour, on l'a mis comme personnage central de la vie, en fait, à ce moment-là. Donc, finalement, mais je pense même pour lui, ça a permis d'aller au bout de quelque chose, quand même. Parce que la question et le raisonnement qu'on peut avoir, c'est de se dire que même s'il y a souffrance, évidemment, de son côté, dégradation dont vous parlez, vous avez le temps de vous dire des choses. C'est ça, exactement. Exactement.
Et en ce sens, je pense quand même que on est un peu mieux après. C'est moins compliqué. Enfin, c'est ça. Ouais, il y a peut-être des choses. Il y a moins de regrets, en fait. Il y a moins de regrets. Est-ce que vous avez eu le temps de tout dire? Est-ce qu'on n'a jamais le temps de tout dire? C'est pas une question que je me suis tellement posée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et notamment, voilà, la façon dont on s'est aimé. Ça transpire, hein, ouais, ça dans transpire. le livre. Hein. Waouh. Après, non, moi, vraiment, ce qui m'a un peu hantée après, c'est est-ce que je l'ai vraiment bien accompagné? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Ça m'a un peu hantée. Mais la lettre de la fin m'a rassurée. Oui, évidemment. Et c'est vrai qu'il écrivait régulièrement ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Alors donc c'est un homme d'affaires, il est en pleine réunion, et puis voilà, il s'effondre. Il s'effondre d'un coup. Et vous lui dites, et vous savez, il y a cette phrase que vous dites à un moment donné, vous lui dites, mais est-ce que tu ne peux pas, avant qu'il n'ait cet premier accident, est-ce que tu ne peux pas penser un peu à des choses simples, quand tu prends ta douche, à la température de l'eau, à l'odeur du savon, à des choses comme ça. Et quand j'ai pris ma douche ce matin, je vous assure que j'ai dit, n'oublie pas ce qu'elle a dit. Bien sûr que tu vas rentrer dans ce flot de allez, là, le rendez-vous, le téléphone et les WhatsApp, et n'oublie pas, et allons-y, envoie le mail, parce que... Mais quand tu prends ta douche, prends-la en conscience. Exactement, la conscience. En fait, je crois que c'est ça le chemin de vie, en fait. Passer de l'inconscience à la conscience, on est tous dans des vies de dingue, avec des to-do list, voilà. Et on oublie le miracle qu'est d'être en vie, et tous les petits miracles du quotidien, et se réveiller déjà. Vivant. Plutôt en forme. Avoir de l'eau courante, c'est un miracle. Un toit sur la tête. Un toit sur la tête. Et manger à sa faim. Vivre dans un pays en paix. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Et en fait, c'est peut-être ça. Et je parle beaucoup de la gratitude, vous l'avez vu, mais bien sûr. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. Et souvent, je lui disais, mais ressens, on est heureux, en fait. Et il ne l'était pas? Il était un peu insatisfait. Ne dites pas des mots comme ça qui évoquent tellement de choses. Alors, il y avait des lieux dans lesquels il se sentait bien, notre Provence notamment, voilà, où il arrivait un tout petit peu à se poser 5 minutes pour prendre un café et regarder la nature. Et savourer. Mais c'était... Et les voyages. Et les voyages, et notamment l'Afrique. L'Afrique qui a été aussi très forte pour nous, qui l'est encore aujourd'hui, qui est une terre incroyable. Donc, effectivement, il y a ce malaise qu'il a, et il va être hospitalisé. On lui diagnostique donc une rupture d'anévrisme avec hémorragie. Exactement. Voilà. Et il s'en sort. Voilà, 1 mois de réa, 2 interventions chirurgicales, des comas, enfin bon, la réa c'est ça, hein. Donc on croit le perdre un jour, bon bref. Et il s'en sort sans séquelles. Magnifique. À partir de là, est-ce qu'il y a une prise de conscience chez lui? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Il se dit, il ne faut pas déconner, quoi. C'est ça. Il se dit, finalement, c'est précieux, ça peut basculer vite. Est-ce qu'à partir de là, il change quelque chose dans son mode de vie? Il a quand même repris le travail assez vite, hein, dès qu'il a pu. En fait, il y a toujours ce paradoxe entre la responsabilité et l'envie de penser un peu plus à soi. Alors, il avait quand même en ligne de mire de lever de pied 1 an après, et ça, c'était dans les projets. Mais bon, il avait cette responsabilité d'une équipe, voilà. Et puis, il était beaucoup dans la lutte, en fait. Non, mais il faut y aller, je vais y arriver. Et non, ça n'a pas tellement... Quand il a pu reprendre ses activités, il les a repris avec une grosse fatigue, il les a reprises. Et il rechute? Il rechute. Je ne sais pas, en fait, on n'arrive pas à faire les liens. Il y en a forcément un, mais on saura peut-être un jour. Il fait des analyses? Il fait des analyses parce qu'il est extrêmement fatigué. Au début, on ne comprend pas. Et puis, à un moment, on fait quand même des examens plus poussés. Et là, on diagnostique un cancer à un stade métastatique.
Donc, très grave. D'ailleurs, au départ, on ne sait pas où est le cancer initial. Et puis là, ben voilà. Donc, vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous allez vous battre et ça va aller. Et on va forcer les doses et ça va aller. Est-ce que dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Alors évidemment, il y a l'annonce et on imagine très très bien ce que ça peut provoquer chez vous, mais est-ce que vous êtes combative quand on est face à cette maladie-là et à l'homme qui partage sa vie, votre vie? Absolument. Absolument. J'ai dit, moi, alors là, j'ai mis ma cape de super-héroïne. J'ai dit, bon, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est autour. Donc, toi, tu te concentres sur tes traitements. Moi, je gère tout le reste. Et je t'apporte tout ce que je peux t'apporter en complément. Voilà. Est-ce que vous y croyez, sincèrement, à ce moment-là, ou est-ce que vous êtes parfois envahi par le doute et la peur? Vous parlez effectivement de la peur. Bien sûr, parce que le diagnostic est vraiment très pessimiste. Il est très péjoratif, le diagnostic, au moment où il est fait. Et moi, je suis d'une famille de médecins. Mon fils, à ce moment, de pharmacien. Mon fils, à ce moment-là, passe son internat, là, 2 mois après. Donc, on sait quand même. Il y a des notions, bien sûr. Il y a des notions, on sait, mais on espère toujours. Alors, la peur, elle est là, et c'est là que il y a aussi un effort. Là aussi, il y a un choix. Parce qu'il y a une arme magique qui est l'amour, et à chaque fois de transformer cette peur en amour. Moi, c'était un peu mon mantra, en fait. C'était, OK, la peur, elle sert pas à grand-chose, en fait. Elle est que mauvaise conseillère. Donc, à chaque fois, je disais, bon, allez, apporte de l'amour. Voilà. Ce qui n'était pas difficile, pour le coup. Non, c'était pas difficile. Mais de se battre contre la peur, c'est un peu difficile. Quand même. Sur la peur, vous dites d'ailleurs, la peur, quelle ambivalence dans cette émotion. D'un côté, elle est essentielle pour nous permettre de réagir de la façon la plus adéquate possible face au danger, hein, évidemment, ce danger réel. Et puis, d'un autre côté, elle nous inhibe, vous dites avec pugnacité, dans nos actions, dans notre audace et dans notre raisonnement, voire même dans notre joie. Exactement, exactement. Et alors ça, c'était aussi un peu mon obsession de ne pas gâcher le temps qui nous était donné parce qu'on était paralysé par la peur, en fait, et par la souffrance. Donc, d'être dans cette espèce de sentiment un peu négatif du style pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi là, pourquoi... Voilà. Mais vous vous êtes évidemment posé ces questions. Ah oui. Alors ça fait aussi... Alors, comme j'ai fait tout ce parcours avant, aussi en tant que dans la psychologie positive, dans le coaching, en fait, je sais à quel point l'acceptation est difficile et aidante, en fait. Et que ces phrases, pourquoi, si seulement, elles ne font que rajouter de la douleur à la douleur, en fait. Et elles sont stériles. Ça sert à rien. On peut pas refaire l'histoire, on peut pas revenir en arrière. Donc vous ne vous posez pas ces questions? Dès qu'elles arrivent, je les coupe. Parce que pour moi, ça sert à rien, c'est stérile. La seule chose qu'on puisse faire dans toutes les situations, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce qui est. Donc c'est un peu cette phrase de Marc Aurèle, hein, c'est accepter ce qui ne peut être changé et agir sur ce sur quoi je peux agir, en fait. Et ça, oui, c'est vraiment rentré comme une philosophie de vie chez moi. Et je pense qu'on en est tous capables. C'est pour ça que je dis que tout est en nous. Ouais. Et lui? Et lui, il a, oui, à un moment, il a accepté. Les pourquoi sont là, évidemment, j'imagine. Les pourquoi sont là, l'injustice, le sentiment d'injustice, un petit peu. Et en même temps, la transformation grâce à l'écriture. Grâce à la méditation et grâce à tout ce qu'on a réussi à créer en famille de moments de joie. Voilà. De moments de bonheur, de convivialité, d'être là, avec courage aussi, hein, parce que... Évidemment, du courage. Évidemment, vous avez ce cursus, vous avez un master en communication de la santé, vous avez travaillé une 20aine d'années en tant que coach professionnel, 13 ans dans une carrière de marketing. Est-ce que ça a aidé dans votre accompagnement et dans votre soutien à votre mari? Oui, en fait, il y a eu un moment clé dans ma vie, comme souvent, il y a des synchronicités, des rencontres, avec une formation que j'ai faite en 2009
avec un institut de recherche en psychologie positive qui se trouve à Berkeley. Okay. Et donc, j'ai fait une formation qui a duré 10 mois. Et là, ça a été un détonateur chez moi. J'ai dit, en fait, c'était la rencontre, c'est ce que j'attendais. Parce que je suis plutôt d'un naturel optimiste, d'aimer la vie, etc. Mais ça s'appelait Science of Happiness. J'ai dit, donc, il y a une science, en fait. Et j'avais besoin de preuves aussi. Je voulais savoir ce qui existait autour de ce sujet-là. Et surtout, il y avait les plus grands de tous ceux que vous connaissez en psychologie positive, qui nous ont enseigné des choses. Et surtout, j'ai mis en place la pratique de la gratitude, la méditation, le yoga. Bon, c'est des choses que je faisais, mais pas autant, en fait. Et je les ai je les ai intégrées à ma vie comme une philosophie de vie, mais aussi partagée en famille. Donc, tous les soirs au dîner, c'est quoi vos 3 kiffs de la journée? Enfin, voilà. Et oui, ça m'a aidée parce que ça m'a transformée, en fait. Ça m'a transformée déjà avant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que je pense que c'est pas dans la tourmente qu'on peut se transformer. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'écrire ce livre et de raconter des choses aussi très intimes. Très intime, parce que je crois qu'il y a une voix, un peu plus de la lumière, y compris quand tout est sombre, et c'est ça que j'ai voulu partager. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins touchés à un moment donné par la maladie, par comment on fait. C'est quoi les clés de la résilience, en fait? Et c'est ça que j'ai voulu transmettre. En plus, mon métier de coach fait que la transmission me tient à cœur, vraiment. Je pense que c'est un peu dans mon ADN. Et je pense, et j'ai envie, et si comme ce que vous me disiez ce matin quand on s'est vu, il y aura un avant et un après, ça m'a fait quelque chose, génial, en fait. Voilà. S'il y a une personne de 10 qui change un petit truc dans leur vie, ce sera gagné. En tout cas, oui, ça c'est sûr que on peut pas rester insensible à ça. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir des gens qui avaient écrit sur des témoignages un peu de la sorte. Je pense à Isabelle Filiosa. Bien sûr. Isabelle Filiosa qui a écrit sur le départ de son mari aussi très subitement et qui décrit comme ça, comme une sorte de journal de bord. C'est un peu votre cas. Il y a des dates très précises. Et qui explique, et on sent effectivement l'évolution de la maladie, on sent le doute, on sent l'amour qui transpire, ça dégueule d'amour. C'est vraiment ça. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu ça. Et évidemment, alors il y a la suite, c'est-à-dire que les médecins sont assez pessimistes. Et alors il y a l'Afrique. Et vous décidez de partir en voyage. Parce que l'Afrique a une résonance particulière. Je crois que vous avez d'ailleurs une association là-bas. Et tous les médecins vous disent c'est pas une bonne idée. Oui, j'ai édulcoré un petit peu les réactions, en fait. Je les ai édulcorées, mais c'était assez violent. Et est-ce que ça fait partie de... Quand je le lis, je me dis, si on doit faire un dernier voyage, c'est celui-là? Oui, c'est une terre réparatrice, consolante. C'est une terre puissante. Donc vous décidez de partir en Afrique. Voilà. Et vous organisez en 3 mouvements le voyage. Un voyage qu'on avait d'ailleurs déjà fait, donc c'est pour ça que c'était facile de le refaire. Et on a été, dans ces cas-là, il y a tellement de choses qui se mettent en place. C'est un peu magique, en fait. C'est incroyable. Les gens qui nous aident, on va y arriver, ça va être extraordinaire. Et ça l'a été de fait, en fait. Ça a été à la hauteur. C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence des sentiments et des émotions, parce qu'il y a la puissance des émotions tellement porteuses, d'espoir, d'envie, de joie. C'est un peuple qui est résilient par définition et qui nous donne des leçons de vie. Donc, dans ces leçons de vie, eh bien, on s'inspire aussi beaucoup. Et il y a eu de la danse, et il y a eu des moments sacrés. Des moments sacrés. Et il y a évidemment l'association, c'est Paving the Way to School, c'est ça? Exactement. Voilà. Paving the Way to School, c'est une association qui est dédiée aux écoles, notamment en Zambie. Et donc, c'est depuis 2017 que nous avons créé cette association. Et donc, on y va régulièrement. On envoie des jeunes, on envoie des équipes là-bas, des médecins. Et on est retourné à l'école. Et où d'ailleurs... vous parlez beaucoup de résilience,
comment dirais-je, de méditation. Vous faites des choses avec ces Oui, élèves? exactement. En fait, évidemment, tout n'est pas rose, Mmh. hein. Ouais. Il y a parfois un petit peu de violence entre les enfants. Et je me suis dit: «Bah, tiens, si on essayait de mettre en place des rituels», parce que là-bas, c'est facile, en Mmh. fait. En France, c'est compliqué parfois de faire changer les choses, mais là-bas, ils sont preneurs. Donc voilà, on a mis en place, en fonction des âges, différents rituels, notamment, bah, celui de la gratitude, Mmh. des petites façons de méditer. Et ils sont hyper preneurs et ça perdure et c'est génial parce que ça a vraiment changé les choses. Mmh. En tout cas, ça lui fait du bien, ça vous fait du bien, à l'ensemble de la famille, les enfants sont là aussi. Ça lui fait du bien. C'était très troublant, en fait, parce que cet homme, le leader, le guide de la famille, clairement, hein, Mmh. c'était toujours lui qui Oui, était, toujours très devant. charismatique, bien sûr. Charismatique, on fait ça, et cetera. Mmh. Bah, là, il était un peu spectateur. Donc c'est troublant et en même temps, je sais qu'il voyait qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que le flambeau était transmis. Ces enfants qui ont repris, ma fille est présidente désormais de l'association. Voilà et ce flambeau, il l'a transmis, cette flamme, cette énergie et je sais qu'il voyait ça, Mmh. au travers de ce qu'on faisait. Mmh. Mais il était spectateur, Ça devait évidemment considérablement lui changer. bah, Il oui. était conscient de ça? Ouais. D'être spectateur? Mmh. Bon, il essayait quand même de passer quand même des petites directives, hein, Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. de faire Bien des sûr. plans pour, Bien sûr. ce qu'on a construit cet été, Bien sûr, ouais. voilà. Ouais. Mais oui, de fait, il l'était puisque même, Ouais. physiquement, hein, il n'était pas mobile, Ouais. Alors, il y a évidemment, un passage, moi, qui m'a considérablement, bouleversé, vraiment bouleversé. C'est la discussion que vous avez en tête-à-tête où il dit qu'il sait Mmh. et qu'il est prêt et qu'il comprend et qu'il accepte. Ouais, c'est une chance d'avoir ces discussions. Ouais, Ça me c'est touche très beaucoup. émouvant. Pardon. Non, c'est beau C'est pour ça ce que moment. ça m'a C'est touché. beau ce moment. Mmh. Ça m'a touché. Bah, disons que quand on a un homme, si courageux en face, on n'a pas d'autre choix que d'être, à la hauteur, en Mmh. fait, de ce courage. Mmh. Et hem et c'est ça il nous a donné une force extraordinaire, hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que dans cette discussion que vous avez, dans ce passage qui m'a touché, il va jusqu'à vous dire Mmh. qu'il veut que vous soyez heureuse et que vous continuiez votre vie et continuez à être heureuse. Ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, au moment de l'annonce, en fait, j'étais pas là quand les médecins lui ont dit: «On arrête tout». Il se trouve qu'il était allé juste pour 2 jours à l'hôpital pour mettre en place une nutrition parentérale et on continuait les traitements. Mmh. Sauf que là, le chef de service passe et lui dit: «J'arrête tout parce que si je fais une nouvelle cure de chimio, je vous tue. Parce que le foie, c'est fini». Et en même temps, en lui disant ça, c'était le tuer de façon passive puisqu'on arrêtait tout Bien sûr, finalement. bien sûr. Et donc moi, j'arrive et il me dit: «Il faut qu'on parle». Donc il m'annonce cette nouvelle qui signait donc, la fin. On ne savait pas à quelle échéance, mais c'était voilà, il y avait plus d'espoir à ce moment-là. Sauf d'un miracle. J'y ai cru jusqu'au dernier moment, Ouais, vous y hein, avez cru, mais ouais, ouais, bien sûr. et je lui ai dit: «Quoi qu'il arrive, de toute façon, on va rester connectés, ça je Oui, le sais oui. et on se retrouvera». Et là et avec sa façon d'être qui était aussi toujours un peu dans l'humour. Il dit: «Oui, oui, on va rester connectés, mais moi, la seule chose qui m'importe, c'est que ta vie, elle continue et tu es jeune et tu dois continuer à être heureuse». Mmh. Et oui, et il me donne même l'autorisation à ce moment-là Mais quelle délivrance! voilà, peut-être un jour Mmh. de nouveau, Refaire votre rencontrer vie. l'amour, enfin, Ouais, j'en sais rien, ouais, une autre forme ouais. probablement, mais Mmh. et à ce moment-là, il me donne cette autorisation-là qui, pour moi, je la prends comme un cadeau, même si à ce moment-là, c'est odieux d'entendre ça pour moi.
en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un peu odieux de l'entendre et en même temps, je le prends à la hauteur de ce que c'est. Il faut un courage énorme. Et encore une fois, beaucoup d'amour. Bien sûr, bien sûr. Et ça n'est que l'amour. Hein. D'ailleurs, vous le dites, vous l'évoquez régulièrement, ce mot amour qui revient souvent dans vos écrits. Tout ça, c'était été 2023 22. Ouais. 2022 Voilà, 2022. Alors, il y a le départ et il y a l'après. Et cet après, vous parlez des vécus subjectifs de contact avec le défunt. Parce que la première chose qu'on a envie de se dire, c'est est-ce que vous le ressentez? Vous parlez des synchronicités, des signes un petit peu partout. Tout ça, ça a été très concret? Incroyable. Et jusqu'à ce matin, en venant ici, sur le périph', vous savez, les écrans lumineux, là? Oui, bien sûr. Il y avait écrit BD pour Boulevard Périphérique, sauf que BD, c'est Bertrand Deluard. Ah, c'est ses initiales. J'ai dit, OK, t'es là, c'est bon. Donc, il doit être quelque part par là. Ouais. Et il y a eu des choses absolument insensées. Vraiment, hein, c'est difficile à raconter, mais il y a eu des lumières qui s'allument, voilà, sa petite cave à vin qui s'allume la nuit, qui se met à sonner toute seule. Il y a eu des sensations physiques d'une main posée sur mon épaule. Un rayon à un moment de soleil qui se met sur moi, que personne ne voit, sauf que quelqu'un passe, prend une photo et quand on voit la photo, on dit il est là en fait. Et des moments où je dis non, tu me manques trop, paf, il y a un signe énorme qui arrive. Et effectivement, j'ai beaucoup été aidée par les conférences et les écrits de Christophe Fauré, qui a beaucoup écrit là-dessus. Bien sûr. Avec qui j'ai échangé aussi. Et ça porte quand même. On dit, Christophe Fauré d'ailleurs, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà reçu, on parle de ces phases de deuil, faire son deuil. Lui n'aime pas cette expression. Est-ce que vous partagez ça? J'aime pas cette expression non plus parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Il y a à être. Il y a à être, il y a à traverser. Alors, en même temps, il décrit des phases. Hein. Il les décrit magnifiquement bien. Et c'est bien de les connaître parce qu'on comprend pas mal de choses. Parce qu'au début, il décrit cette énergie dans laquelle on est, parce qu'elle reste en fait. Hein. Donc on est encore toujours avec la personne, il y a l'odeur sur ses vêtements, il y a... Voilà. Donc ça va finalement, bizarrement, ça va pas mal. Il y a aussi le soulagement de se dire qu'il est mieux là où il est. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a une phase plus compliquée de l'absence, du gouffre de l'absence. Et c'est là qu'on écrit. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, vous avez eu la force d'écrire? Ouais, je pense que l'écriture m'a aidé à combler ce gouffre, justement. Boris Cyrulnik, il a une phrase merveilleuse dans un de ses livres le titre de ce livre, il s'appelle « La nuit, j'écrirai des soleils ». Et en fait, il dit que la personne blessée, en écrivant, en raturant, enfin voilà, elle recoue son âme blessée. Et oui, je pense que l'écriture qui a toujours fait partie de ma vie, à ce moment-là, oui, elle a réparé quelque chose. On a dit tout à l'heure que, effectivement, depuis 20 ans, vous êtes coach professionnel. Quand on parle de cette psychologie positive, quand on vit un épisode de vie comme ça, dans votre histoire, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre accompagnement en tant que coach? Déjà, je pense que en termes de légitimité, quand je parle de... Voilà, de résilience, d'accompagnement. Voilà, exactement. C'est sûr que là... Parce que c'est vrai que tout le monde me disait, oui, mais pour toi, c'est facile. Eh oui. T'es super heureuse. Et c'est vrai. Bien sûr. Et c'est vrai, sauf qu'il n'y a rien de facile, hein, parce que le quotidien, pour qui que ce soit, même pour des personnes pour qui va très bien, ça peut être compliqué. Mais vous n'aviez pas les tracas d'une personne lambda. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, oui, ça m'a donné probablement cette légitimité, mais aussi, je pense que j'ai contacté une part en moi que je connaissais moins, qui était la vulnérabilité. Et je pense, du coup, que j'ai peut-être un peu plus de douceur dans mes accompagnements, cette dimension-là. Ah oui, ça a changé quelque chose à ce point, alors, quand même. Ouais. Parce que vous étiez plus... Ouais, peut-être un peu strong. plus... peut-être un peu plus... faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut y aller. Oui, c'est pas de culture de l'excuse.
Alors, toujours dans la bienveillance et douce, mais en disant c'est possible. Alors, je pense toujours que c'est possible. Simplement, je sais que c'est difficile. Un peu plus. Un peu plus. Et un peu plus dans la compassion, voilà, envers soi-même. Alors, vous dites qu'il y a des tas de choses, vous parlez de la gratitude. Vous parlez aussi du ratio. Alors, Losada. Je ne savais pas ce que c'était. Le ratio de Losada. Alors, Losada, c'est du nom de celui qui l'a trouvé. En fait, c'est en lien avec notre biais de négativité. Hein. L'être humain a plutôt tendance, et c'est normal, ça a conditionné notre survie, à voir ce qui est dangereux et ce qui est à risque, hein, ce qui pose problème. Et donc, ce ratio, il dit que pour qu'on ait l'impression d'être à peu près équilibré entre le positif et le négatif dans notre vie, il faut qu'il y ait 3 occurrences positives versus une négative. Et pour qu'on ait vraiment l'impression que la journée s'est bien passée, il en faut 5 versus une négative. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Chercher, hein. Et il faut aller le chercher. Ben, c'est ça, en fait, l'histoire. Il faut aller le chercher. Et on peut transformer son cerveau en décidant de là où on place notre énergie et notre regard. Mais c'est une pratique, en fait. Il faut faire. Que vous faites tous les soirs. Tous les soirs, tous les matins. Mais quand on disait profiter de la douche, mais c'est ça aussi, c'est waouh, elle est cool, ce moment, il est cool. Et tous les soirs, effectivement, je note ce que j'ai adoré dans la journée, ce pourquoi je peux être reconnaissante. Mais ça force à regarder peut-être les choses chouettes dans la journée, en fait. Mais des petites choses, n'importe quoi, un sourire dans la rue. Et du coup, ça transforme les journées. Ça transforme les semaines et ça transforme la vie. Dans ce ratio, le ratio de Losada, vous dites donc minimum 3 occurrences positives pour équilibrer une occurrence négative. D'accord ? Donc cette occurrence négative, vous la notez quand même celle négative ? Je la note pas par écrit. Okay. Mais oui, je la conscientise. Voilà. Mais on parle de ça, en fait, de conscientiser les choses, y compris les bonnes choses. Surtout les bonnes choses. Surtout les bonnes choses, tant qu'à faire. La gratitude. Il est allé, Losada, il est allé jusqu'à faire le lien entre ce ratio et la performance des entreprises. Et ça, c'est hyper intéressant, puisque j'accompagne aussi beaucoup les acteurs de l'entreprise. Et en fait, les entreprises très performantes ont la culture du positif versus ce qui ne va pas. Donc, ils s'appuient beaucoup sur ce qui fonctionne pour voir comment on peut aller plus loin sur ce qui fonctionne plutôt que qu'est-ce qui ne marche pas et comment on peut le réparer. D'ailleurs, on a beaucoup mis en exergue le système anglo-saxon et en particulier aussi le système québécois-canadien. L'appreciative. Exactement. Ou dans le système éducatif de l'éducation nationale là-bas et précisément dans ce genre de ratio. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en exergue le côté des belles choses qui se sont passées et on va rester 5 minutes sur un truc qui n'était pas vraiment favorable ou négatif. Et y compris à l'école, hein. À l'école, le système de notation sur les dictées, c'est tu as fait 10 mots justes, c'est formidable. Et avec des smileys, voilà, plutôt que tu as fait 3 fautes. Pourquoi on ne met pas ça en France ? On ne met pas ça en place. On a vraiment une culture... c'est compliqué. Et alors moi, je l'ai vécu avec mes enfants parce qu'on a vécu à Boston un petit peu. Et l'Amérique du Nord, c'est pareil, hein. Et je les ai vus, et notamment ma fille, en termes de confiance en elle, s'épanouir comme une fleur. Hein. Alors, mon fils, ça lui convenait un peu moins bien. Parce qu'il me disait, non mais ils n'arrêtent pas de me dire que c'est génial ce que je fais, je sais que c'est nul. C'est vrai. Donc bon, voilà, il faut après trouver le juste équilibre. Et il faut trouver le juste équilibre. Parfois, le too much aussi, ça ne devient pas crédible. D'ailleurs, il le décrit aussi, il dit qu'au-delà de 6 choses positives dans l'entreprise, au contraire, c'est contre-productif parce que ça devient plus crédible. Mais c'est vrai qu'on manque un petit peu de ce côté positif. Ouais. On a vraiment un peu trop la culture du c'est pas bien. Qui étiquette beaucoup les jeunes dès leur plus jeune âge. Hein. T'es nul en maths, ah ben d'accord. Donc tu feras rien de ta vie. Combien j'en récupère, moi, des gens que je coach à qui on a dit ça. Ouais. Vous avez parlé de la gratitude tout à l'heure. Vous dites que c'est votre aimant à miracle. Ouais. C'est ce que... Alors, quand quelqu'un n'est pas au fait de tout ce dont on parle, et notamment régulièrement sur cette chaîne, comment est-ce qu'on peut expliquer la gratitude ? Et comment est-ce qu'on peut... C'est quoi ? C'est remercier ?
c'est dire merci, merci pour tout. On peut remercier pour tellement de choses dans une journée. En fait, mais ça nécessite d'être conscient. Remercier pour un échange. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, cette émission, elle va être, ça va peut-être être la grosse bénédiction de la semaine. Mais toutes ces petites, oui, je les appelle des bénédictions, mais sans forcément connotation religieuse. Oui, bien sûr. C'est dire merci, en fait. Vous voyez, dans ma famille, j'ai un exemple très précis. J'ai une nièce qui a une pathologie lourde. Et oui, sa vie est un peu mise entre parenthèses à cause de cette pathologie. Et c'est difficile pour tout le monde, y compris pour ses parents. Et ma sœur me disait l'autre jour, mais en fait, je sais pas comment remercier. Je vois pas, en fait. Je suis juste dans la colère que ma fille soit comme ça. Bien sûr. Et on comprend. Et oui, on a le droit d'être en colère. Simplement, je lui dis, peut-être merci d'être là pour elle. De pouvoir l'accompagner, de pouvoir lui offrir beaucoup de choses qui la rendent heureuse aussi avec cette maladie. Ça s'entend, ça? Et elle l'a entendu. Elle a dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est dur. Et on a le droit. Et on a le droit, bien sûr. Oh là là. Alors, loin de moi, hein, c'est pour ça, la psychologie positive, c'est pas la pensée positive, attention. Hein. C'est pas du tout ça. Au contraire, il faut accueillir l'émotion, la remercier d'être là, la reconnaître, et c'est sûr. Simplement, cette émotion, là où elle devient problématique, c'est quand elle prend toute la place. Si dans notre histoire, la colère et la tristesse avaient pris toute la place, on aurait raté beaucoup de choses. Hein. Alors que la colère et la tristesse étaient présentes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'elles sont présentes. Bien sûr. Et si je dis inconsolable, cette tristesse, elle est toujours en moi. Il y a une part de moi qui restera inconsolable. Bien sûr. De ce deuil. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour une maman aussi, c'est un triple deuil parce que je suis triste pour mes enfants qu'ils aient perdu leur papa si jeune. Vous savez ce qu'il en est, Marc. Donc cette part, elle reste inconsolable, mais elle prend pas toute la place. Et dans les émotions aussi, il faut réussir à faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'émotion réelle liée à la situation et de ce qui est de l'ordre de la rumination qui suit, en fait. On a, nous aussi, en tant qu'être humain, cette capacité à ajouter de la douleur à la douleur. Parce qu'on va ruminer, en fait. Et c'est là que réussir à être conscient de cette pensée qui entretient cette émotion très désagréable et qui nous empêche de vivre, là, il y a un petit espace qui s'appelle notre choix. Et cet espace de se dire, OK, est-ce que je peux l'assouplir, cette pensée? Et c'est une liberté, c'est formidable. Comment vous faites? Je la challenge un peu. Je la challenge. Est-ce que dans ce drame, dans cette tristesse, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Wow. Mes enfants vont très bien. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis un peu à l'abri aussi. Voilà. Et ça, je le reconnais. Je le reconnais. C'est Viktor Frankl, hein, alors, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps, la logothérapie, donner un sens à sa vie, qui est très puissant, ce livre, et il m'avait interpellée, mais sûrement aussi parce que j'avais perdu ma cousine. Et il dit, dans toute situation, il nous reste la dernière des libertés, c'est le choix de nos réactions. Pas facile, hein. Je suis d'accord. Je le dis avec beaucoup d'humilité, de douceur, de prudence. Mais ça existe. Ce choix existe. Donc, là, vous allez avoir des réactions, évidemment, de gens qui vont vous dire « oui, mais ». Moi, je vais leur répondre « oui, et ». C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre vous et moi. C'est que moi, je vois le titre avec le « mais ». Vous voyez le titre avec le « et ». C'est là où je me dis, Mais c'est possible, Marc. Oui, non, mais c'est en vous. Mais bien sûr, bien sûr. C'est en vous. C'est ça que je veux transmettre, en fait. On a des ressources incroyables. Alors, c'est vrai que la spiritualité aide beaucoup. Parce que ça donne une force. Il y a une force en nous qui, parfois, nous transcende. On se dit, waouh, comment c'est possible? Parfois, je me suis effondrée.
Je le raconte dans le livre. Il y a des moments où je me suis totalement effondrée. Et puis tout d'un coup, tac, il y a un truc qui nous guide, qui nous élève, qui est plus grand que nous, plus fort que nous, mais qui est sûrement en nous. Il a su que vous alliez écrire? Non. Parce que ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il aurait aimé? Oui, je pense. Ouais. De toute façon, il était OK sur tout. À partir du moment où je pensais que c'était bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Il m'a toujours beaucoup encouragée. Il m'a permis de devenir le coach que je suis aujourd'hui parce que c'est des choix de vie, vous le savez, qui ne sont pas sans conséquences. Hein. J'avais une carrière, j'étais... voilà. Donc... Qu'est-ce que, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous vous dites aussi parfois « j'aurais dû » ? Est-ce que c'est être positif dans les pensées positives dont vous parlez que de se dire ça, j'aurais dû? C'est le regret, donc ça maintient dans le passé. Moi, je préfère penser au passé, aux souvenirs heureux du passé, à ce qu'on a bien fait. Non, je remercie d'avoir fait ce parcours qui m'a permis d'apporter beaucoup d'enseignements. Alors, à mon mari, je pense quand même, mais aussi à mes enfants sur justement les pensées qui conditionnent le comportement, le fait de réussir à être reconnaissant dans la vie pour plein de choses. Et j'ai plutôt cette notion très bergsonienne du passé, qui est la récapitulation créative, cette notion dont parle Charles Pépin beaucoup dans son ouvrage Vivre avec son passé, qui est magnifique, je trouve, qui est qu'est-ce qu'on prend de notre passé, qui nous nourrit pour bien vivre notre présent et avoir confiance dans le futur. Donc, je vais plutôt chercher les souvenirs heureux que de me dire, évidemment, dans notre 25 ans, vous imaginez. Hein, il s'est passé des choses. Bien sûr, il s'est passé des choses. Évidemment. Voilà, Évidemment. mais on s'en est sorti. Oui, bien sûr, vous avez surmonté toutes Donc, les regrets, les si seulement, je pense que c'est pas forcément le chemin le plus aidant. On a bien compris et conscience aussi de l'importance de cette spiritualité qui vous habite aujourd'hui et qui vous permet aussi de surmonter les phases de chagrin que vous pouvez avoir ou de tristesse. Est-ce que vous êtes allé plus loin dans un petit travail d'investigation, des médiums? Vous avez fait ça? J'ai fait ça. J'ai fait ça. Vous avez eu des réponses? J'ai rencontré Bruno Charvet, bien sûr, je peux le citer. qu'on connaît bien. Extraordinaire. C'était formidable. Parce que comme je vous le disais au début, j'avais eu quelque chose qui me hantait un peu, c'est est-ce que je l'ai bien accompagné? Est-ce qu'il est parti finalement en paix au-delà de ce qu'il nous a montré? Quand même s'il aurait aimé rester, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Et oui, il m'a apporté ses réponses. C'était un moment incroyable. Donc ça vous a plus que conforté? Ça m'a complètement confortée. Bien sûr. Ça m'a pas effrayée, ça m'a pas rendue triste, ça m'a juste confortée. Et même, je vous disais, cette sensation de picotement, là, au travers de Bruno, il a dit, tu sais, quand tu sens ça sur ton épaule, c'est moi. Ça, c'est magnifique. Quand on se met 2 minutes à votre place, en tout cas, quand on essaie de se mettre à votre place, on se dit, est-ce que vous avez échangé avec des codes avant de partir, en lui disant, voilà, oui, moi je te non, fais ça, vous n'avez pas fait ce genre de choses? Non, je ne suis pas allée jusque-là. Non. D'ailleurs, je ne sais pas si, en fait, c'est intéressant cette question. Je ne sais pas s'il aurait tellement aimé, parce que je pense que lui, justement, dans son désir que je vive, que je ne reste pas là-dedans, je ne sais pas. Oui, mais vous auriez pu faire ça dans un élan de réconfort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dire, écoute, tiens, notre code, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un petit mot, un petit, vous voyez, une expression. Ça, on aurait pu faire, voilà. C'est peut-être un regret. Zut, j'aurais pas dû vous mettre ça. J'aurais pas dû vous mettre ça en tête. C'est peut-être un regret. Mille excuses, j'aurais pas dû. Mais non, mais en fait, ils apparaissent, les codes, puisque je vois bien que quand je fais appel à lui, j'ai des réactions. Alors, vous parlez aussi j'ai vu ça aussi, le quart d'heure mytho. Ouais. J'adore ça. C'est génial. J'adore ça. Expliquez-nous ce qu'est le quart d'heure mytho. Le quart d'heure mytho, c'est de se dire, voilà, j'ai un projet, j'ai une envie,
Ben voilà, tout s'est réalisé. Tout s'est réalisé, mais au-delà de mes attentes. Et je suis comme ça, donc je ressens, je décris. Et ça, c'est assez magique parce que ça devient une visualisation positive. Ce que j'allais dire. Qui, du coup, nous met en action. Alors ça, je l'ai beaucoup pratiqué avec les enfants. Et notamment avec mon fils dans ses parcours d'études de médecine qui est un peu incroyable, un peu dantesque. Et j'ai dit, allez, quart d'heure mytho, on y va. Tu sais quoi dans ton plus grand rêve? C'est quoi la spécialité dont tu rêves? C'est quoi que tu veux faire? Allez, vas-y, tu y es, vas-y, quart d'heure mytho. Et c'est sortir de cette spirale de j'y arriverai pas, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc l'idée, en fait, c'est de se voir dans cette situation-là. Exactement. Et de décrire le ressenti exactement. de cette situation-là. C'est exactement ce qu'on a fait l'autre mardi soir, dans un live qu'on a fait avec Stéphanie Dordain, qui parle de la manifestation. Voilà, c'est je manifeste. Je suis dans cette situation-là. Comment je la vis? Qu'est-ce que je ressens au moment où je me dis « Waouh, j'y suis ». Et mytho, parce qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Plus c'est gros, mieux c'est. Exactement. Oui, c'est ça. Et c'est pas magique, en fait. C'est juste que ça va nous permettre de nous mettre en mouvement vers. En essayant d'enlever toutes ces couches qu'on a. C'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Voilà. C'est fascinant. Moi, j'invite vraiment tout le monde. Alors, il est en auto-édition. Oui. Donc, il est partout. Il est Amazon, partout. la Fnac, les libraires peuvent le commander. Inconsolable et heureuse. Et si tout était en nous, il n'y a plus de questions. Pour le coup, il n'y a plus de questions. C'est vrai, il n'y a plus de questions. Vous ne pouvez pas mettre ce point d'interrogation. Non, c'est vrai, tout est en nous. Ouais. Oui, mais tant de personnes en doutent. Tant de personnes en doutent. Mais sinon, vous ne feriez pas le métier que vous faites aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Voilà. Qui sont les gens qui font appel à vous aujourd'hui? Alors, essentiellement les gens de l'entreprise, notamment dans des périodes de transformation, de restructuration, où l'accompagnement est important, notamment des managers. Et puis, j'ai quand même quelques personnes en perso qui sont dans des transitions de vie ou qui vivent des moments douloureux. Parce que les deuils, on en fait, c'est pas que les deuils, vrais deuils. Les deuils, on en fait tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Hein? Ouais, bien sûr. On peut faire le deuil de beaucoup de choses. De beaucoup de choses tout le temps. Bien sûr. Je suis obligé de vous poser aussi une question parce que c'est très drôle. L'industrie pharmaceutique, quand on est dans cette dimension de la santé et quand on est ici sur cette chaîne dans la dimension de la spiritualité, on a souvent évoqué l'industrie pharmaceutique et parfois les dérives. Et parfois les dérives qui sont réelles parfois. Il y a des très bonnes choses. Bien sûr. L'industrie pharmaceutique a fait avancer des tas de choses et si on est en bonne santé aujourd'hui, c'est aussi pour moi. Mais il y a l'autre versant de l'industrie. Et il y a l'autre versant de l'industrie pharmaceutique. Comment est-ce que votre spiritualité, votre accompagnement dans ce coaching positif était compatible avec Bertrand et l'industrie pharmaceutique? Oui, alors moi, je l'appelle plus l'industrie de la santé déjà. J'ai beaucoup de mal avec le dénigrement de cette industrie parce que le fait est que c'est elle qui fait la recherche. Et quand on a un cancer, j'ai des amis en fait qui étaient là-dedans. De toute façon, les labos, ils se font de l'argent sur le dos d'eux. Et puis un jour, ils ont eu un cancer et puis ils ont remercié le labo d'avoir mis au point la chimiothérapie qui les a guéris. Mais oui, c'est une industrie lucrative, donc qui gagne de l'argent. Alors, aujourd'hui, je crois... Alors oui, il y a eu des scandales, et ça, je ne les nie pas. Il y a eu Mediator, il y a eu tout ça aussi. Hein. Il y a eu des scandales, il y a eu le Mediator, il y a eu plein de scandales, et ça, c'est les dérives, malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de garde-fous, justement, pour qu'il n'y ait plus ça. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est plus concentrée sur, justement, les maladies comme ça, les cancers, etc., beaucoup plus que sur l'hypertension, ces gros mass market qui ont fait beaucoup d'argent. La seule chose qui me gêne, mais finalement, ce qui me gêne, c'est aussi la médecine occidentale, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur le symptôme et sur une fois que la maladie est apparue. Pas de prévention. Pas de prévention, voilà, on n'est pas suffisamment là-dessus, justement.
Mais non, moi, je suis très reconnaissante à cette industrie quand même de mettre à nos dispositions des médicaments qui soignent et qui guérissent. Et votre mari s'est jamais posé cette question? Ben, après, c'est la façon dont on exerce notre métier. Hein. Dans le métier de coach, c'est toujours pareil. Hein. Dans quel labo on va, sur quoi on travaille, c'est quoi les valeurs qu'on défend et qu'on fait vivre. On choisit aussi. Hein. Dans tous les métiers, y compris dans le métier de coach, dans tous ces métiers de la spiritualité aujourd'hui, on le sait, hein, il y a tellement de dérives. Au secours. Voilà, toutes les personnes qui s'inventent coach, qui s'inventent thérapeute, moi aussi je milite beaucoup là-dessus. Je dis attention, attention, dès lors qu'on est sur la faiblesse des gens, parce que finalement c'est ça. Mais vous ne vous dites pas thérapeute? Non, je me dis pas thérapeute. Je sais pas. Moi, j'ai un souci de légitimité, donc tant que j'ai pas fait une formation en sciences thérapeutiques. Là, je suis en train de travailler sur une nouvelle formation. Pourtant, peut-être un jour, je me dirai thérapeute. Prépa école de commerce, master en communication de la santé, voilà, 20 ans de coaching personnalisé. Oui. Je pense que je fais du bien, c'est sûr. Voilà. Ouais. Vous sentez que vous avez encore besoin de prouver des choses? Non, je pense que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus, mais apprendre encore, oui. Oui, toujours. Toujours. Ces sciences humaines, c'est un puissant fond. Bien sûr. Et surtout avec la dimension quantique qui rentre Exactement. en jeu aujourd'hui. Il y a des choses qui... C'est magnifique. Mais évidemment. C'est magnifique. Qui s'ouvrent. Merci infiniment pour ce bel échange. Pardon tout à l'heure pour la... Non, merci, c'était touchant. La petite parenthèse d'émotion, mais parfois c'est un peu... Voilà, inconsolable et heureuse. Voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, retirer le point d'interrogation à si tout était en nous, parce que vous avez la démonstration au travers de ce que Sandrine vient de nous raconter de son parcours de vie et de l'accompagnement qu'elle préconise aujourd'hui dans ses coachings, que effectivement tout est en nous. 1, en prendre conscience. 2, le mettre en application. Et 3, le faire avec des petites touches comme ça. C'est pas un ravalement de façade monstrueux à faire. Voilà. C'est des petites choses qu'on peut intégrer faciles, disponibles, gratuites. Et surtout, moi, j'incite à le faire quand plutôt on est en zone de mer calme. Comme ça, on peut le solliciter en cas de tempête. C'est là où on parle de prévention. Prévention, exactement. Philosophie de vie. Ouais, philosophie de vie. Ouais. Merci infiniment, Merci Sandrine. Marc, merci, c'était un honneur. Merci à vous, merci à Bertrand aussi, si je puis dire. Merci. À Julien. Dans le livre. Pourquoi vous avez d'ailleurs changé de prénom? Je sais pas. Non. Ça m'a peut-être permis d'avoir un côté plus réflexif quand même. Par contre, j'ai parlé à la première personne pour aller chercher d'autres choses plus profondes. Sûr. Et j'invite évidemment tous les lecteurs à se plonger dans votre ouvrage. Merci infiniment. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et vous allez évidemment, j'en suis sûr, commenter et partager avec bienveillance comme toujours. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.